faire comme Anne, je vais rajouter aussi un livre qui est davantage dans ce que je vais présenter aujourd'hui, qui vient de sortir, qui porte sur les romans d'anticipation et qui s'appelle Le Rouge ou le Noir, point d'interrogation, quand la fiction futurologique française prophétisait des lendemains qui déchantent. Alors, on est sorti de la session sur la boucle et pourtant, on va retrouver beaucoup de choses dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On va retrouver la question du couple uchronie, utopie, dystopie. On va retrouver la question du temps et puis les usages de l'histoire et du passé. On va retrouver la question du récit national, la question de la politique fiction, mais à partir d'un corpus un petit peu différent, puisque donc, je vais partir de Robida, mais pas des romans les plus fameux de Robida, de L'Horloge des siècles, un roman de 1902, donc qui va délocaliser un petit peu plus tôt par rapport à tout ce qu'on a vu. La trame de fond de L'Horloge des siècles, elle peut se rapprocher finalement de celle de Germinal, qui est ainsi présentée par Zola, le roman et le soulèvement des salariés, le coup d'épaule donné à la société qui craque un instant, en un mot, la lutte du capital et du travail. Je le veux prédisant l'avenir, posant la question la plus importante du XXe siècle, donc 1885 Germinal. Alors, le roman de Robida, il enregistre lui aussi la violence des conflits sociaux et il témoigne de la position d'un homme de bonne volonté qui est sensible aux injustices faites aux humbles, mais inquiet des conséquences du réveil social. Si Germinal s'achève sur, vous vous en souvenez, les prémices d'un monde nouveau, des hommes poussés une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les révoltes du siècle futur et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre, L'Horloge des siècles, elle, marque l'heure fatale d'un monde près de faire la culbute. Devant tous ces essais d'application des théories collectivistes, chacun se rencogne et s'aplatit dans l'attente de l'heure violente qui va sonner. Il est trop tard aujourd'hui pour la résistance, l'orage va crever, attention à la secousse. Alors donc, loin de l'aurore zolienne qui pointe, Robida voit venir le crépuscule et il cède à l'angoisse des fins dernières qui retourne la légitimité du combat des opprimés en facteur de décadence dont l'idéologie, on le sait, est rarement progressiste. Ainsi, depuis que la vieille Europe affamée et ruinée, menacée de tous côtés, gênée par tous les meneurs socialistes dans sa lutte industrielle désespérée contre l'Asie et l'Amérique, se casse les bras elle-même, eh bien on attend la suprême culbute que la veulerie universelle, depuis le commencement de cette crise de désorganisation, a rendue inévitable. Alors, forcé de composer avec les contradictions qu'il gère en confiant au dialogisme propre au romanesque l'expression de positions qui vont d'une authentique pensée sociale à la réaction la plus crispée, Robida peut donc ne pas s'éprouver totalement étranger au projet zolien, ainsi défini. Ce que j'ai voulu, c'est crier aux heureux de ce monde, à ceux qui sont les maîtres, prenez garde, regardez sous terre, voyez ces misérables qui travaillent et qui souffrent, il est peut-être temps d'éviter les catastrophes finales, mais hâtez-vous d'être juste. Autrement, voilà le péril, la terre s'ouvrira et les nations s'engloutiront dans un des plus effroyables bouleversements de l'histoire. Et il n'est pas interdit de voir dans ce qui va commencer l'horloge des siècles, à savoir des phénomènes inquiétants qui affectent la Terre chez Robida, où sévissent des tremblements de terre à répétition qui vont couvrir le monde de ruines, un lien avec la prophétie zolienne. Un cataclysme survient donc, qui ravage la Terre, frappant ses symboles les plus voyants, les symboles les plus voyants du mode de développement frénétique soutenu par la vie électrique, évidemment, roman de Robida fameux, 1890, sur lequel on a beaucoup insisté, l'électricité, annulant donc 3 décennies de développement exponentiel des applications d'une fée électricité qui est vue comme un symbole suprême du progrès de la modernité. Les manifestations qu'on va voir dans le roman sont conformes au cadre dystopique de cette fiction post-apocalyptique, déjà plus constituée qu'on ne le croit généralement. On y va dans l'horloge des siècles d'un raz-de-marée géant qui frappe de plein fouet l'Europe, et on retrouve la disposition de l'Europe, donnant à croire que la fin du monde est arrivée. Alors elle attendra, et on en sera quitte pour ce que le roman appelle une grande épouvante de 5 mois, qui va ramener l'homme au temps de ses ancêtres préhistoriques. L'espèce humaine n'a pas disparu, mais toute vie sociale est à peu près interrompue et les populations sont ramenées à la précarité de l'habitat et à des préoccupations d'immédiate survie. On va voir de nouveaux néandertaliens qui se sont atomisés en petits groupements avec des agrégats de créatures à longue barbe, de vêtements en lambeaux juste retenus par des ficelles, comme le héros, Robert Lafourcade, qui était un ancien ponte de l'industrie et qui va maintenant peiner à s'adapter à ce retour à l'état de nature. Recentré sur l'essentiel, l'homme a repris sa marche dans le sillon tracé par les ancêtres, la vie reprenant sur les ruines du monde. Mais est-il bien sage de négliger un avis qui est placardé dans le roman? Ne nous y trompons pas, c'est une époque qui commence, les temps anciens sont révolus, voilà que se lève le soleil des temps nouveaux. Est-il bien sage, sans nouvelles de l'Amérique, puisque l'électricité a lâché, il n'y a plus de communication, de s'apprêter à y dépêcher un nouveau Christophe Colomb, sur un bateau à peu près épargné par les avaries?
l'image a le mérite d'attirer l'attention sur les bases qui doivent présider à la création d'un nouveau monde, d'un monde nouveau, pour lequel il ne s'agit pas de répéter les mêmes erreurs. D'autant que ce n'est pas n'importe quelle période que l'Europe se prépare ici à rejouer, mais bien évidemment l'événement inaugural de la première mondialisation, l'échange colombien, où Charles Mann voit le plus grand bouleversement dans l'histoire de la vie terrestre depuis l'extinction des dinosaures. Christophe Colomb créant plutôt que découvrant un nouveau monde, un monde ouvert, interconnecté, concurrentiel et brutal, un monde où ce n'est plus l'homme mais l'or qui est la mesure de toute chose, un monde dont les lois découlent de l'économie et non plus de la philosophie, un monde de l'échange mais de l'échange inégal, un monde où les hommes circulent enchaînés et les virus en liberté, un monde fragilisé par son interdépendance et qu'il n'y a sans doute pas lieu de ressusciter inconsidérément. Et de fait, se réclamant de ce que les éclairs apocalyptiques de la grande épouvante nous ont montré l'abîme, un concert de voix va s'élever pour porter condamnation du monde d'avant. Et quoi? Sur les ruines du monde écroulé, quand partout essayent de se reconstituer sociétés et nations, voilà que les débris de nos anciennes assemblées, les meneurs des politiques néfastes, fauteurs et profiteurs de nos cruelles divisions d'autrefois, essaient de surnager dans le grand naufrage et de ressaisir le pouvoir pour remettre les choses où elles en étaient avant le cataclysme, dans lequel beaucoup ont voulu voir le châtiment mérité des folies sociales de nos civilisations déroutées. Halte là! Ce qui ressuscite en revanche ici, dans cette pensée de la catastrophe, c'est une eschatologie. Une eschatologie que les folies sociales de nos civilisations déroutées interdisent de chercher du côté des décrets du progrès social et qu'il faut au contraire rapporter à des positions réactionnaires face à la question sociale où le cataclysme se comprend moins comme un fléau que comme une purification. Nordali. Dès lors, tout change de signe et la leçon symbolique prend le pas sur une lecture littérale. Ainsi, la ruine qui menaçait Robert Laforcade d'avant le désastre est maintenant accomplie. Mais elle a fait de lui un homme nouveau. Celui qui naguère avait remué des millions ne possédait plus un sou. Ce qu'il n'a pas perdu, en revanche, c'est son œil exercé d'industriel. Et c'est en manière d'homme qu'il s'émerveille de voir les masses d'hommes au travail, sans trouble, l'ordre parfait dans les efforts collectifs. Est-ce que le cataclysme nous aurait rendu l'homme de la nature, la bonne pâte humaine, débarrassée de tous les mauvais ferments? S'interroge-t-il. Mais ce rétablissement ne se comprend que dans la perspective d'un général retour en arrière. L'horloge des siècles remarche, dit le roman, mais elle marche à l'envers. Le monde, en un mot, va à rebrousse-temps. Le monde marche en arrière. Ainsi, qui était l'automne de sa vie revivra son printemps. Et donc, pour son plus grand bonheur, la coquette Madame Laforcade va redevenir une femme de 30 ans. Les hommes plus graves en étant quittes, eux, pour cacher leurs cheveux de jet sous une perruque de neige, gage de respectabilité. Et si les organismes rajeunissent, les morts, logiquement, ressuscitent. Robert a ainsi la joie de voir revenir d'outre-tombe son père, puis son grand-père. Et puis on va renouer quand même avec le néo-victorianisme, puisque l'Angleterre va voir reparaître Gladstone et la reine Victoria. Et par la bouche du docteur Montarcy, la science se prononce. Aujourd'hui, c'est le passé que nous avons devant nous, le passé qui se déroule et s'offre à nous pour être revécu. Devant ce diagnostic sans appel que le salut est dans le mouvement rétrograde, Montarcy exulte. Nous l'évitons, cet avenir qui tient au faux progrès, évidemment tout un procès du progrès. Nous retournons en arrière. La grande épouvante est indicielle de toutes les catastrophes qui ont frappé la Terre, compromettant à la fois la survie biologique de ses habitants et la stabilité de la chaîne des temps mise à mal par les révolutions. Révolutions, et là encore on retrouve des choses qu'on a vues, dont la double valence de bouleversement majeur et de mouvement de retour est bien évidemment exploitée dans la mesure où, comme on le verra, l'horizon idéologique du roman est tout entier arrimé au référent que constitue la Révolution française, évidemment référent majeur pour le XIXe siècle. C'est patent comme l'ère nouvelle inaugure un nouveau compute du temps qui remet les pendules à l'heure, si j'ose dire, et recommence l'histoire à compter du grand changement, arrêté comme l'an 1 des temps nouveaux. Multipliant les références à Malthus, à Darwin, qui sont confondues au bénéfice d'une doctrine antisociale, le journal des économistes se réjouit qu'un coup d'arrêt ait été mis à l'accroissement de la population mondiale, qui, dans un monde qui ne compte plus de continents à conquérir, aurait fatalement débouché sur un impitoyable struggle for life. Et retrouvant des accents malthusiens, Robida dresse pour ses lecteurs un tableau au noir de l'état du monde qui ne tient plus de la prospective, mais d'un temps alors inconnu, l'irréel du futur. Les hommes trop nombreux au banquet ne trouvant plus rien devant eux, la terre n'avait plus être qu'un vaste radeau en proie aux détresses et aux familles. Les modèles suivis commandent des projections alarmistes. Notre vieille Europe de 80 millions d'habitants en 1800 avait passé à 350 millions. L'accroissement continuant dans les mêmes proportions, elle devait compter à la fin du XXe siècle le chiffre fabuleux de 1500 millions d'habitants, destinés fatalement à se ruer les uns sur les autres, à s'entre-dévorer pour la conquête du pain quotidien. Et à mesure que l'on remonte le temps, les aïeux reviennent d'être patresses, porteurs des valeurs de la tradition. Et au-delà des considérations cocasses sur la famille que j'ai rapidement évoquées, ce retour des générations passées met en scène une réflexion sur l'histoire, évidemment, puisque si le père et le grand-père sont d'accord pour porter condamnation des excès de la modernité, chacun revendique pour son temps à lui une sage modération. Le père se faisant fort d'accuser son père à lui, donc un homme de la Restauration, d'être fermé à l'innovation, quand lui-même serait sur la ligne d'un progrès contenu dans de saines limites.
Donc le fossé des générations s'est transporté dans le passé, la lignée retrouvée des Laforcade rejoue à travers ces querelles l'histoire tourmentée du XIXe siècle. La jeune garde ne jure que par Thiers, la génération précédente par Guizot et celle d'avant par Villèle. La logique régressive du roman voudrait que l'on donne raison à l'aïeul, c'est d'autant plus que le régime qui a ses faveurs, c'est-à-dire la Restauration, se voulait une ressucée de l'ancien régime, Restauration, un retour au statu quo ante, et se trouvait donc montrer la voie de la rétrogradation contre les changements du parti du mouvement qui entendait jeter la France dans le grand bain de l'industrialisme. Mais au reste, de l'ultracisme de Villèle au conservatisme de Thiers, en passant par la modération juste milieu de Guizot, c'est plus qu'un air de famille qui réunit ces trois figures marquées au point de la réaction. Ainsi, et c'est là qu'il faut faire appel à l'histoire, et pas seulement à l'histoire avec un petit h, comme dit Pierre Barberis, ainsi de ce magical exercice de sophistique auquel se livre Guizot, le vrai Guizot, devant ses collègues de la Chambre, où l'éloquence parlementaire se double d'un cours de sémantique. On a accusé notre politique d'être une politique rétrograde. Je ne pense pas. Et aucun homme de sens ne peut penser que le progrès d'une société consiste à avancer aveuglément et toujours dans le même sens, sans se demander si c'est la voie qui mène la société à son but, si c'est le véritable progrès qu'elle aurait à faire. Et après, là aussi on retrouve des choses qu'on a vues le premier jour, après avoir désolidarisé la notion de progrès des implications de son étymologie en avant, usant de la modalité énonciative pour forger de toute pièce un progrès prédiqué comme véritable, Guizot lui assigne une autre direction, évidemment rétrograde. Le progrès pour la société, c'est d'avancer vers ce dont elle a besoin. Ce dont elle a besoin, c'est ce qui lui manque. Ainsi, quand la société est tombée dans la licence, le progrès, c'est de retourner dans l'ordre. Quand la société a abusé de certaines idées, le progrès, c'est de revenir de l'abus qu'on en a fait. Notre France a besoin de retrouver les principes d'ordre et de conservation qu'elle a longtemps perdus et vers lesquels elle cherche à se retourner. Voilà le véritable progrès auquel elle aspire et pour lequel il faut l'aider. Et une fois ce cap fixé, rester évidemment à désigner l'ennemi si subtilement enveloppé, et poursuivant sa leçon de sémiotique, à interdire absolument toute confusion entre marche rétrograde et révolution, puisque c'est le retour en arrière. Soyez-en bien sûr, toujours Guizot qui parle, il n'y a pas de progrès pour la France à se passionner pour les idées et les pratiques de 1791. Ce qui fut progrès alors serait aujourd'hui une marche rétrograde. Le véritable progrès pour nous, c'est de donner à la société ce dont elle a besoin aujourd'hui, c'est de la faire marcher dans la voie dans laquelle elle est en arrière, et non de la pousser en aveugle dans des voies où notre société s'est peut-être déjà trop avancée et qui l'amènerait à sa ruine, non à sa grandeur. C'est QFD évidemment. Dès lors, Guizot tient toute prête une péroraison, culbutant le sens commun après avoir vidé les mots de leur sens. Il se pose en ce qu'on appellerait aujourd'hui maître des horloges, réclamant pour son parti les avant-postes dans la conduite des affaires publiques. Je repousse donc cette accusation de rétrograde intentée contre notre politique. C'est là un anachronisme, une vieille routine. C'est vous, messieurs nos adversaires, qui vous traînez dans une ornière. C'est vous qui répétez ce qu'on disait dans d'autres temps, sans vous apercevoir que tout est changé autour de vous, que la société est changée, que ses besoins sont changés. C'est nous qui avons l'intelligence des temps nouveaux. Je vous accuse de n'avoir pas compris ce qui s'est passé en France depuis 40 ans. Je vous accuse d'être en arrière. Alors revenons à la fiction, c'est une accusation dont s'accommodent évidemment très bien quant à eux les Laforcade seniors, intermédiaires et juniors, comme les désigne très plaisamment un ex-académicien, Palluel, qui les surpasse au reste tous les trois, puisque lui il en appelle à Sully, véritable mythe politique évidemment indissociable de celui du bon roi Henri. Sully qui posait, comme chacun sait, que labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, qui répond évidemment idéalement au programme du roman en identifiant la grandeur de la France à un âge d'or ruraliste qui tourne le dos aux trépidations de l'industrialisme. Mais là où Palluel se montre bien de son temps, c'est lorsqu'il se lance dans la carrière journalistique. Analyste avisé, il saisit les exigences de la situation et il y répond en offrant au public une grille de lecture accordée au temps nouveau en fondant une feuille, un journal intitulé « En arrière », journal du vrai progrès, organe du comité rétrograde politique, littéraire, industriel et commercial, grâce auquel il va réussir magistralement sa métamorphose d'intellectuel crève-la-faim qu'il était avant la catastrophe en patron de presse. Donc on voit que tout progrès n'est pas abandonné. Mais quand suprême ironiste, il proclame « perfectionnons le passé », c'est la devise de l'organe. Il n'a pas oublié de compter avec la perfectibilité dans sa conception du progrès rétrograde. Le vrai progrès est en arrière. Nous qui disions défiance devant l'avenir trop sombre, nous crions aujourd'hui confiance devant le passé en marche. Donc tout se passe comme si Palluel avait lu déjà les travaux de François Hartog sur les régimes d'historicité et reconnu que 1789 renversait le tablier qui s'écoule désormais selon une perspective futuriste, vectorisée par la catégorie du futur et gouvernée par l'idée de progrès. Refusant cette nouvelle eschatologie dont, à l'époque, tant Hegel que Michelet attendent la réalisation, fruit des Lumières et de la raison, à un horizon relativement proche, Robida en retourne délibérément la logique et privilégie l'entropie dans ce monde où demain est hier. C'est le roman qui dit ça, qu'il choisit de désorienter, incapable de souscrire à un futurisme qu'il juge frauduleux. Robida renonce ici à la posture qui était jusqu'à présent la sienne dans ses romans d'anticipation des années 1880.
Le journal de Palluel s'affiche sur une claire ligne réactionnaire, comme il ressort de cette tirade un peu forte. Ce sont les tribus de l'âge de pierre qui se sont trouvés dans les conditions les meilleures, avec leur idéal natif et simpliste pour l'établissement d'une société aussi parfaite que possible en sa simplicité, et pour l'accession du plus grand nombre possible de citoyens à tous les avantages, citoyens, qui constituent à peu près l'essence du bonheur moyen. Égratignant avec citoyens au passage l'idéologie révolutionnaire dont la rhétorique est ici détournée, Palluel n'aurait sans doute à craindre du retour au temps préhistorique, donc du temps d'avant l'écriture, qu'une désaffection pour son journal qui le priverait d'abonnés et de ressources. Mais en attendant que le cours des âges ait rétrogradé jusque-là, l'économie s'est considérablement assainie. En moulinant à l'envers, les aiguilles du temps ont fait justice de la sophistication toujours croissante du monde des affaires. La bourse, qu'en 91 Zola avait peinte au comble de l'effervescence, nage désormais en plein marasme, maintenant que l'économie ne repose plus sur des objectifs de croissance continue, ce qui suppose une complète reconversion du tissu économique. Après le flux, le reflux frappe tous ceux qui tenaient au secteur bancaire ou industriel. Mais l'idéologie du roman est là. Si les chevaliers d'industrie sont touchés, les petits actionnaires, eux, sont dédommagés de leurs investissements dans des sociétés par actions qui avaient capté leur économie. Et on assiste à d'étranges scènes où les grandes maisons financières procèdent à des diminutions de capital. Corrigeant les équilibres, dressant les torts, la machine à remonter le temps va son train avec son lot de situations cocasses ou dramatiques. Sur le terrain politique, le glissement progressif vers le XVIIIe siècle est l'occasion de dire son fait au XIXe, par la voix d'un autre personnage, Lecoq de la Bénardière, qui est un historien, qui accuse les enfants du siècle. Voilà ce que vous avez fait de la maison que nous, les ancêtres, nous avions fondée, bâtie, embellie et rendue aussi agréable que possible à habiter. Que nous vous avions transmise sans nous douter que vous, malheureux et coupables enfants, vous alliez tout renverser, tout changer, tout démolir. Et toujours retour en arrière, comme la page impériale vient de se tourner pour la seconde fois, se profile le temps difficile, le retour à la Révolution, grand bouleversement des nations, secoué par un accès d'épilepsie politique à travers l'Europe. Aussi, la tension monte-t-elle d'un cran dans les esprits, prévenus à l'approche de cette date fatidique. Que va-t-il se passer? Pas grand-chose. Le jour de la Révolution à l'envers, on constata, à l'étonnement et au soulagement de tous, une facilité très étonnante dans l'événement, une sorte de simple glissement. Alors que le XIXe siècle n'a cessé de bruire, de frémir des répliques d'un événement révolutionnaire jamais vraiment refermé, de le poursuivre par toutes les voies possibles, l'annulation de la Révolution est ici bien loin de donner lieu à une nouvelle révolution, donnant raison à Palluel, qui se fait fort de perfectionner le passé. Conjurant le péril de la récidive, il se trouvait tout à coup 99% de Français fort satisfaits, tout gais et contents pour le plus grand nombre, ne se souvenant plus qu'ils avaient imposé, acclamé ou accepté la chose opposée. Français, vous avez la mémoire courte, diront certains. Exit donc la Révolution et sa force ruptrice, effacée par une transition sans heurts vers l'Ancien Régime. La Bénardière lui donne d'ailleurs sans surprise quitus d'être dans le sens de l'histoire qui tonne contre le consensus que représente la Révolution. Ce grand fait chaotique et génésiaque que nos pères ont vu et qui a donné un nouveau départ au monde, c'est Victor Hugo qui parle là, la Bénardière le regarde, lui, comme un cauchemar doublé d'une absurdité. Il conclut, refaisant l'histoire, vous auriez pu faire l'économie de toutes vos révolutions, car ce qui était réellement modification nécessaire, progrès réclamé par l'expérience et la raison, nous l'avions en 88, où nous allions l'avoir tranquillement par la force des choses. Campant donc sur la ligne de l'année 88, ultime rempart évidemment contre 89, dont Victor Hugo disait encore depuis un siècle bientôt, ce nombre est la préoccupation du genre humain, tout le phénomène moderne y est contenu, eh bien la Bénardière mène son combat d'arrière-garde. Là où Victor Hugo proclamait un anquet, nécessité, Robidal lui s'efforce d'oblitérer l'événement et d'en récuser la nécessité, renvoyant son accomplissement à la violence gratuite dans la plus pure tradition contre-révolutionnaire qui innerve son discours. Vous avez tout détruit, accuse-t-il. Si penser la révolution, vrai tournant climatérique de l'humanité, s'avère éminemment clivant, l'entreprise aboutit néanmoins à une forme de conciliation. Signe de ce que la révolution constitue bien le lieu géométrique de la philosophie de l'histoire qu'actualise le roman, c'est précisément au moment révolutionnaire que se rencontrent à parité ceux qui sont revenus du XIXe siècle, qui l'ont parcouru à l'envers, et ceux qui arrivent du XVIIIe, deux groupes dont chacun est fort d'une théorie de l'histoire, qu'il s'agisse des jeunes, c'est-à-dire armés par l'expérience d'une longue vie déroulée, ou des vieux, c'est-à-dire nouvellement revenus, avec la compréhension de l'époque à venir. Il fallait évidemment s'attendre à voir ces deux visages non plus faire qu'un, maintenant qu'un beau soir s'appelle le passé, pour le dire avec Aragon. Aussi, n'est-on pas surpris de l'initiative de Palluel de constituer un grand conseil de préservation des erreurs du passé, vrai comité de salut public chargé d'améliorer les temps et de mettre des lanternes devant les fondrières pour aider au gouvernement de l'État. Semblant donner raison à la Forcade Père, c'est-à-dire l'admirateur de Guizot, c'est une ligne juste milieu que suit cet auguste organe, le comité de salut public, en modérant les ardeurs de la Bénardière, qui adepte d'une justice préventivement expéditive,
confond ce conseil de préservation avec une commission de révision et qui voudrait éliminer physiquement les nuisibles. Alors, certains sont nommés Robespierre, on s'y attendrait, hein, Danton, Marat, Bonaparte, avant qu'ils puissent récidiver. Faisant œuvre de pédagogie, Palluel explique au bouillant historien que nous ne pouvons supprimer ce qui nous déplaît du passé, mais simplement, pariant sur la perfectibilité, travailler à l'amélioration de la race humaine. Bon théoricien, par son tour de passe-passe lexical, il évince l'humanisme révolutionnaire en appelant à une grande famille des hommes, liés par des rapports endogamiques, qu'il n'est pas sans remuer avec la communauté des chrétiens. C'est au sens propre que ces promoteurs de la réaction affichent un matérialisme qui leur tient lieu de programme social, leur fibre sociale ne dépassant pas la cellule familiale, fief, encore une fois, de toutes les idéologies conservatrices. Dès lors, et j'en arrive à la fin, hein, la suite se passe aussi de commentaires, une telle genèse appelant ou une apocalypse à laquelle inviteront expressément les penseurs contre-révolutionnaires, une purgation, ou de manière moins drastique, une involution à la manière de celle qu'imagine Robida. Vraiment, ce 19e siècle, avec ses brusques orientations ou désorientations, ces changements si rapides en tout, mœurs ou politique, habitudes ou conditions de la vie, ce siècle convulsif, tout de passion et de folie qui fit le tour des idées et dont le cœur finit par se pétrifier, on y retourne là aussi à peu près, en un lamentable et grossier matérialisme, ce siècle marquait bien la fin d'un âge de l'humanité, d'une ère après laquelle toute espérance déçue, toute illusion morte, il n'y avait rien de mieux à faire qu'à revenir sur ses pas. Et le roman se clôt sur le retour à l'Ancien Régime, au temps des calèches et au temps du carillon et des cloches de l'Église. Ce qui d'ailleurs ne règle rien, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Je vous remercie.